fait? J'ai suivi cette piste d'autant plus que j'ai un ami handicapé et je comprends mieux sa vie quand je l'accompagne dans la vie. Malgré le règlement, les lois, les mesures européennes, la vie d'un handicapé n'est pas toujours facile. Des rames trop raides devant les pharmacies, les institutions publiques que les handicapés ne peuvent pas monter, des fonds publics accrochés très haut, des trottoirs impossibles à descendre et des écoles sans rampe pour ceux qui sont en fauteuil roulant. Alors, mais je garde quand même l'espoir parce que récemment j'ai visité une association qui s'appelle Pour vous et qui leur offre la possibilité de suivre une formation ou de travailler dans le domaine de la blancherie, la batterie cadeau, le jardinage. Tu as raison, je pense que ces gens ont un pouvoir extraordinaire. Ils veulent montrer qu'ils sont utiles à la société, qu'ils peuvent travailler. Je me rappelle le documentaire vu récemment à la télé sur les enfants handicapés sous le régime communiste avant décembre 1989, quand le dictateur Ceausescu avait l'habitude de les cacher ou de les faire vivre en misère. L'Europe a été choquée après la révolution de décembre 1989 à la vue des images prises dans des maisons d'enfants handicapés. Les statistiques sont troublantes. En 2 ans, 137 enfants sont à Chikli, une maison plutôt en compte de concentration pour ces enfants abandonnés par la société de ce temps-là, tués par la famine, le froid, les maladies et l'indifférence du régime communiste. J'ai visité le cimetière de cet asile communiste. 200 croix anonymes, personne ne se rappelle aujourd'hui leur identité. Les coupables ont été oubliés eux aussi, mais ces croix restent dans notre conscience comme des reproches muets. C'est vrai, aujourd'hui la Roumanie a un réseau d'intégration, de scolarisation, de formation professionnelle et d'assistance aux handicapés qui leur offre une vie aisée, au moins une vie décente. Bonne idée celle-ci aussi, j'attends ton article. Mais moi je pense que ce numéro doit s'occuper plus de la tolérance, mais qu'il aille au vise de la tolérance des cas concrets. Je connais moi des cas plus concrets. Le cas d'un jeune homme noir marié à une roumaine blanche. Il est mon cousin aujourd'hui. Est-ce un cas de racisme, ça? Je dirais que non. Il s'agit tout simplement, tu sais, d'être différent en Roumanie. Après avoir quitté le Congo à cause des guerres, il a dû supporter des regards parfois plus longs et même des gestes déplacés. Une fois, il a cédé sa place dans le tram à une vieille dame qu'il a refusé. Maintenant, tout le monde l'a accepté, le mariage a été très réussi et il aide les autres, comme il travaille au Centre culturel français de Timișoara, il contribue à l'intégration des enfants noirs aussi. Belle leçon de tolérance. Imaginez que vous êtes différent et mettez-vous dans la peau d'autrui. Blanc, noir, jaune, différent tout simplement. Ou d'une autre ethnie, parce que je voudrais mettre en discussion le problème du chauvinisme. Chez nous, à Timișoara, il n'y a plus de chômage. C'est la ville la plus tolérante de la Roumanie, même s'il y a une mixité de population. Nous avons une population de 70% des Roumains, 30% des Allemands, des Tziganes, des Bulgares, des Serbes. Tout le monde s'entend très bien ici. Nous avons même des journaux, des écoles et des théâtres dans toutes ces langues. Tout le monde s'entend très bien, quelle que soit leur langue, avec leur origine. Vous pouvez voir quelques images de Timișoara. Je ne veux pas te contredire. Moi, je vis depuis 3 ans. Moi, je vis aussi depuis 3 ans déjà. Et je peux te dire que quelques phénomènes persistent encore et il faut les combattre. Comme je viens de la République de Moldavie, bosser chez vous, je connais de tels cas. J'ai eu des camarades qui étaient discriminés à cause de leur accent moldave. C'est comme un Canadien serait exclu en France ou en Belgique à cause de son accent. N'oublie pas que la moquerie est parfois une manifestation agressive ou chauvine. Et n'oublions pas qu'au cœur de la Transylvanie, des conflits interethniques existent encore. Qu'est-ce que tu as appris en fait? J'ai rencontré des gens des villes de Transylvanie qui m'ont raconté qu'en 1990, on a eu des conflits ouverts entre les Roumains et les Hongrois. Et la cause est due aux blessures subies pendant l'histoire convulsive de cette zone. D'ailleurs, même si elle était habitée majoritairement par des Roumains, elle n'a rejoint la Roumanie qu'en 1918. Et puis, sous les communistes, 1945-1989, le roumain est devenu langue obligatoire pour tous les jeunes.
C'est aussi une forme d'assimilation forcée. Ensuite, après la Révolution, en 1990, les Hongrois ont demandé de parler en hongrois dans les institutions publiques, d'une série de conflits. Aujourd'hui, les problèmes sont moins graves. On accepte des filières scolaires en hongrois, des universités en hongrois, mais les fêtes, elles se célèbrent ensemble et les mariages mixtes sont de plus en plus nombreux. Voilà une belle conclusion pour ton article. L'élimination du conflit ethnique est possible que chacun accepte l'autre dans sa différence. Et ce que sont surtout les jeunes qui peuvent le réussir en développant le désir de vivre ensemble. Je crois que les jeunes générations peuvent construire un avenir commun à partir de passés contradictoires. Les choses ne sont pas si simples que ça, Allemagne. Je me suis renseignée sur les problèmes d'intolérance en Belgique. Par exemple, j'ai rencontré un écrivain en belge, flamand en effet, Daniel de Brucker, et une lectrice de français de Wallonie, en poste à l'université polytechnique de Timișoara. Ils m'ont présenté l'histoire commune, les rancœurs entre les flamands et les wallons, et la rupture due non seulement à la langue, mais aussi aux problèmes sociaux. Par exemple, en Wallonie, le taux de chômage est plus élevé, 10% face à 6,43%. Et à présent, les Flamands, qui représentent 60% de la population belge, ils désirent plus d'autonomie. Je crois que cette problématique est très intéressante. Nous, on vient en Belgique. Je vous propose de faire quelque chose pour comprendre mieux ces problèmes. Je vous propose même à faire des enquêtes sur les rues d'Anguiem et là pour mieux comprendre les problèmes. Mais attendez, nous venons de recevoir le message de la part de nos amis belges d'Anguiem. Ah oui, nous avons oublié. La rubrique envoyé spécial, regardons le message. De nos contacts avec la Roumanie et de leurs interrogations sur la situation linguistique en Belgique, une enquête a été menée le mercredi 26 novembre 2008 au marché à Anguien. De nombreux néerlandophones et francophones ont été interrogés. 31% des personnes interrogées sont néerlandophones, dont la majorité est bilingue, grâce à l'apprentissage scolaire, aux relations de travail et amicales. Très peu de néerlandophones rejettent le bilinguisme. Donc, les néerlandophones sont enclins à l'apprentissage de la deuxième langue nationale du pays. Un point important est que l'enquête révèle que presque la totalité des personnes interrogées soulignent des tensions entre les wallons et les flamands. Les causes supposées seraient que les wallons sont trop fainéants et que les flamands veulent trop d'indépendance. 67% des francophones interrogés sont bilingues, également grâce à l'apprentissage scolaire, aux relations de travail et aux relations humaines. L'attitude par rapport au bilinguisme est la même que celle du néerlandophone, très peu le refusent. Beaucoup désirent le devenir en suivant des cours, par exemple. Mais contrairement aux néerlandophones, les francophones ne perçoivent pas de tension entre les deux communautés linguistiques. Ils estiment que chacun doit y mettre du sien. Visiblement, c'est l'école qui joue le plus grand rôle dans l'apprentissage des langues et favorise aussi les relations sociales. We mogen het niet steeds zijn om te veel mogelijkheden om talen te leren, bijvoorbeeld gesprekstafel avant de lessen. Moi aussi, je devrais reprendre des cours. À bientôt, rendez-vous en Belgique. Merci.